Merci Laurent, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ici, bienvenue aux caves de la maison Ackermann, au cœur de l'histoire, au cœur des fines bulles de Loire, puisqu'ici vous êtes, comme le rappelait Laurent, dans une salle historique et emblématique de la maison, la salle de la Verrière, où avait lieu la production et notamment l'habillage et l'emballage des vins qui partaient pour le monde entier. Donc ce soir, je suis ici pour vous parler d'histoire et comme le rappelait Laurent, l'histoire se télescope bien puisqu'on a la petite histoire de la maison Ackermann, mais vous allez voir que cette histoire est riche, elle est diverse, elle est précieuse. Et vous avez également l'histoire de la maison Windsor avec ce soir l'inhumation de la reine Elisabeth II. Et Laurent a justement rappelé les liens historiques qui nous unissent depuis les années 1840, puisque nous expédions du vin mousseux depuis le 19e siècle. Et donc moi ce soir je ne vais pas vous faire la présentation historique de cette maison Windsor, je laisse Stéphane Bern le faire, il le fera très bien. Moi je suis ici pour vous présenter ma thèse, les résultats de ma thèse en histoire avec le laboratoire Thémos ici présent, ainsi que l'université d'Angers. Nous avons l'honneur d'avoir le président Christian Robledo parmi nous ce soir. Et donc cette thèse avait pour sujet la maison Ackermann-Laurence, famille, négoce et industrie des vins mousseux, en Saumurois au XIXe siècle. Et donc moi ce soir je suis là pour vous raconter une histoire. Mais pas n'importe quelle histoire, l'histoire d'une grande maison qui s'appuie non pas sur de la fiction, non pas sur du roman, non pas sur du vent, mais sur des archives. Et c'est à partir des archives de la maison Ackermann-Laurence qu'est né ce projet de thèse dont je vais vous parler tout de suite. Donc pour introduire sur la présentation de mes résultats, je vais vous parler de la genèse du projet. D'abord, pour vous dire que les archives, les traces du passé, sont essentielles pour l'historien pour faire l'histoire de la maison. Et ce patrimoine, ces archives font partie d'un patrimoine qui complète le patrimoine bâti dont nous avons la chance de bénéficier aujourd'hui, et que ce patrimoine ces archives ont été déposées aux archives départementales de Maine-et-Loire. Et puis, il y a 5-6 ans, lorsque le marketing a voulu se plonger dans les archives, ils se sont rendus compte qu'il y avait plus de 140 mètres linéaires d'archives, et donc il fallait bien, à un moment donné, les exploiter. Et ce patrimoine, il est unique, ici en Loire, il est unique dans le Saumurois, puisque nous sommes la seule maison encore en activité qui avons autant d'archives conservées et déposées. Et donc c'est à partir de là que la maison Ackermann, le laboratoire Thémos et l'université d'Angers ont décidé de créer un partenariat pour lancer une thèse de doctorat en histoire. Cette démarche de recherche scientifique, elle est également assez inédite dans toute la vallée de la Loire, mais elle s'inscrit dans une démarche au niveau national plus globale, dans la grande lignée des entreprises françaises qui ont fait rédiger des histoires de la recherche scientifique. On pense à des maisons comme Moët et Chandon, Renault et encore d'autres. Et les archives de la maison Ackermann sont d'une richesse assez incroyable, avec beaucoup de documents qui nous permettent véritablement d'entrer dans le cœur de l'histoire des fines bulles de Loire, de la correspondance avec les clients, avec les fournisseurs, de la correspondance familiale, de la correspondance avec les partenaires ici dans le Saumurois, et puis de la comptabilité, de la publicité, des objets qui permettent de vraiment raconter cette histoire. Évidemment, en tant qu'historien, j'ai le devoir, entre guillemets, de poser des questions sur ces archives, sur cette histoire. C'est les questions du présent, celles que l'on se pose et présent, sur le passé, qui font résonance, qui font l'intérêt de cette démarche. Et donc je partage avec vous une partie de ma thèse, une partie de ma problématique, qui est la suivante, c'est comment la famille et l'entreprise Ackermann-Laurence, finalement, est-elle transformée, organisée et caractérisée par cette activité économique dans les vins et les vins mousseux en Saumurois. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir
cette conception de comprendre que la famille Ackermann transforme le territoire saumurois, comme le territoire saumurois a permis à la famille de se transformer. Et donc, dans cette histoire, dans cette thèse de 800 pages, il y a 4 thématiques qui s'en dégagent, 4 thématiques principales. D'abord, l'histoire du négoce et de l'industrie, étudiée dans le moindre détail à partir des archives, et on comprend mieux comment on fait du négoce et comment on fait de l'industrie des vins mousseux au XIXe siècle. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaissait peu ou pas très bien avant. L'histoire aussi de l'organisation de ces familles Ackermann-Laurence et de l'entreprise au XIXe siècle avec les rôles, la hiérarchie, le fonctionnement, les interactions avec le territoire saumurois. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, comment le territoire saumurois a permis à Jean-Baptiste Ackermann de faire ses vins mousseux et comment Jean-Baptiste Ackermann et son fils Louis-Ferdinand ont profondément transformé le saumurois puisque depuis plus de 2 siècles maintenant, l'on produit du vin mousseux et on est venu concurrencer les champenois au XIXe siècle. Et puis enfin, et là c'est important, c'est l'histoire des acteurs et des actrices de cette maison. Jean-Baptiste Ackermann, Louis-Ferdinand, mais aussi Émilie Laurence, la femme de Jean-Baptiste Ackermann, qui a eu un rôle déterminant. Et puis bien sûr, les employés et tous les ouvriers et toutes les ouvrières, tous ceux qui ont véritablement permis de développer la maison Ackermann et de la faire prospérer jusqu'à aujourd'hui. Et donc, au sein de ma thèse, j'ai divisé en fait mon récit en 2 parties, en suivant la vie de Jean-Baptiste Ackermann et puis de son fils Louis-Ferdinand. Donc avec une première partie consacrée au fondateur, né le 24 juin 1790 à Bruxelles. Il faut bien comprendre qu'au XIXe siècle, la maison Ackermann en tant que telle n'existe pas sous ce nom. Elle s'appelle la maison Ackermann-Laurence. C'est important parce que c'est du côté des Laurence que se trouvent les origines et les fondements de notre maison au début du XIXe siècle. La famille Ackermann, c'est une famille originaire de Belgique, de Bruxelles plus précisément, qui est dans le commerce de vin, le commerce de détail ou dans le négoce. La frontière est assez floue. Et après la naissance de Jean-Baptiste Ackermann, son père, Gilles, va mourir en 1794, si bien que sa femme, Madeleine, se trouve veuve. Et donc elle va unir sa famille avec la famille Tiberghienne, une autre famille de négoce. Et c'est ainsi qu'ils vont pouvoir prospérer sur la place de Bruxelles. Et puis, la Belgique étant un département français, avec la retraite des troupes napoléoniennes, la famille Ackermann, qui a quasiment toujours connu l'administration française, les lois françaises, décide de suivre l'armée napoléonienne et de s'installer au sud de Paris avant de venir s'installer ici, à Saumur, vers les années 1815. Pendant ce temps-là, on a également une autre famille importante, la famille Laurence. La famille Laurence, c'est une famille de négociants du Poitou et de la Vienne qui est installée dans le négoce de plusieurs produits agricoles, notamment les vins. Et puis une partie de cette famille, Jean-Pierre Apollinaire et sa femme, Philippine, décident d'émigrer ici en Saumurois et de s'installer. Si bien qu'en 1805, Émilie Laurence, la petite dernière, naît ici à Saumur. Les Laurence sont reconnus dans le négoce de vin ici dans le Saumurois, dans la banque, la frontière est encore floue. Et véritablement, c'est là que la famille Laurence va véritablement fonder un négoce de vin au début du XIXe siècle. Comment les 2 familles se rencontrent ? Tout simplement, les familles Ackermann et Laurence s'unissent d'abord dans le négoce, autour de 1822, et puis cette alliance dans le négoce, elle va se transformer par le mariage de Jean-Baptiste Ackermann avec Émilie Laurence. Les 2 derniers enfants de la famille s'unissent en octobre 1829. Et c'est là véritablement que commence l'aventure de la champagnisation. Jean-Baptiste va s'intégrer, Jean-Baptiste va innover et il va relever plusieurs challenges.
D'abord, en 1830, il y a un changement de régime politique en France. On passe de la Restauration et de la monarchie des Bourbons à celle de la monarchie de Juillet. Et donc, il va profiter de ces événements pour demander la nationalité française en 1831. Et donc, il va l'obtenir sur ordonnance du roi Louis-Philippe, aux côtés d'un célèbre champenois, Itzig, qui va l'obtenir sur la même ordonnance royale en 1831. Et puis, cette même année, eh bien, le négociant en vin va faire des essais de champagnisation. Il va appliquer la méthode champenoise aux vins de la Loire, notamment de Saumur, de Touraine et d'Anjou, mais surtout de Saumur. Et puis, dès 1834, eh bien, il va commencer à commercialiser ces vins en Belgique, en France et en Angleterre. Et c'est véritablement là qu'il innove, car comparé à tous les autres qui ont essayé de la production de vins mousseux, mais ça ne marchait pas véritablement, Jean-Baptiste va être le premier à produire en grande quantité et surtout à exporter ses vins. Et puis en 1838, la consécration pour Jean-Baptiste Eckermann, une médaille d'or lors du concours de la Société industrielle à Angers, qu'il obtient pour ses vins mousseux dits façon de champagne à l'époque. Et donc, avec cette médaille d'or, ça va véritablement développer son industrie des vins mousseux. Et puis surtout, dès 1838, il est reconnu par ses pairs comme le fondateur d'une nouvelle industrie pour le département, une industrie qui prospère depuis presque 200 ans maintenant. Cette médaille d'or va lui donner du succès commercial et va lui donner aussi de l'espoir pour l'avenir, si bien que, alors qu'il a son négoce à Saumur, en plein centre, quai Saint-Nicolas, vous pouvez vous balader dans ce quartier, le quartier Saint-Nicolas. Le négoce était ici à l'origine. Puis en 1840, eh bien, il achète les caves où nous nous trouvons ce soir. Les caves ainsi que le château des Eckermann, qui a été habité, une partie de la maison d'habitation. Le parking où vous êtes garé était un petit port qui donnait directement sur le toit, donc c'était idéal pour exporter les vins. Et puis un jardin et quelques autres terrains. Et en 1840, il est déjà en capacité de produire 60 000 cols de bouteilles. Alors ça paraît peu aujourd'hui évidemment par rapport à ce qu'on produit, mais il double en fait la production chaque année. C'est-à-dire qu'en 1839, il est à 30 000, 1840, 60 000, et puis il arrive à autour de 100 000 cols dès 1841. Alors, il arrive, comme dans toute entreprise, eh bien, des réussites, mais aussi des échecs, des faiblesses. Et en 1842, la maison Eckermann-Laurence est déclarée en faillite à cause du négoce, non pas des vins, mais à cause de négoce de grains en Angleterre. Et elle est mise sous tutelle de créanciers. Jean-Baptiste Eckermann est quand même maintenu à la tête de son négoce. Il a toute confiance dans ses créanciers pour le rembourser. Et cette histoire qui peut paraître malheureuse est en fait très heureuse d'abord pour moi, en tant qu'historien, parce que ça va produire beaucoup d'archives pour justifier toute l'activité de la maison. Et donc ça va permettre de mieux comprendre tout ce qu'il fait, puisqu'avant cette mise en faillite, il n'a pas besoin de tout justifier ce qu'il fait, mais là il le met par écrit, et ça a été conservé. Et puis c'est heureux aussi, puisque cela va amener à la spécialisation de la maison Eckermann-Laurence dans les vins mousseux façon de champagne, puisque cette industrie était beaucoup plus rémunératrice, beaucoup plus fructueuse que le simple négoce des vins qu'il faisait pour la Belgique, notamment, négoce des vins blancs. Et donc, dans ces années 1840, Jean-Baptiste Eckermann va s'atteler à augmenter sa production, et surtout, il va s'atteler à ouvrir la commercialisation au-delà de la France et de la Belgique, ces marchés traditionnels, et il va aller vers l'Angleterre, notamment vers les îles de Jersey et Londres, évidemment. Et c'est là que les liens historiques avec l'Angleterre sont tissés. Ensuite, faute d'archives, et nous avons presque 10 ans de trous où nous n'avons pas d'archives et donc pas d'histoire de la maison, mais l'histoire est heureuse puisque Jean-Baptiste Eckermann se relève de sa faillite, réussit à rembourser ses créanciers et continue son activité. Et puis en 1862, son fils Louis-Ferdinand est associé à la direction de la maison Eckermann-Laurence comme négociant, ce qui va lui permettre
Eh bien, tout simplement de se marier avec sa femme, Jeanne Binot, de fonder une famille et de commencer à prendre les rênes de l'entreprise. Un an plus tard, Jean-Baptiste Ackermann se retire de l'entreprise. Il est vieux, il est malade, et donc il va la céder à son fils Louis-Ferdinand, moitié moins cher que ce qu'elle vaut, tout simplement pour lui permettre de réaliser des investissements, de réaliser de l'innovation dans son entreprise. Et avec cette cession de l'entreprise, Jean-Baptiste Ackermann et sa femme Émilie Laurence vont passer de vieux jours dans le Saumurois, au cœur de Saumur, dans leur hôtel particulier. Et puis arrive ce qui doit arriver. Le 10 janvier 1866, Jean-Baptiste Ackermann meurt à Saumur et il est inhumé dans le cimetière, un cimetière qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été détruit malheureusement, donc on n'a pas sa tombe, mais il a bien été enterré ici. Nous passons à la deuxième partie de la présentation et de la thèse, Louis-Ferdinand Ackermann, son fils. Une fois que Louis-Ferdinand Ackermann se retrouve à la tête de la maison Ackermann-Laurence en 1863, il va complètement transformer la maison, puisque son père était un négociant, lui il a été éduqué et formé à être un chef d'entreprise à l'ère industrielle. Et donc, il va s'entourer de personnes compétentes. Il va recruter dans le Bordelais un certain Paul Aubert, qui va le seconder à partir des années 1860. Et puis ensemble, ils vont avoir l'ambition de créer une maison Ackermann-Laurence à Reims, en plein cœur de la Champagne. Et ils vont ouvrir également une maison de commerce à Londres en 1873 avec un agent fidèle, John Nathaniel Bishop, dont vous pourrez découvrir le portrait lors de l'exposition temporaire à l'issue de ce discours, consacré à la cuvée royale à travers les archives. Dans les années 1869 à 1876, Louis-Ferdinand va donc investir ici, dans les caves de la maison Ackermann-Laurence. Il va investir dans le développement de la production, d'abord en faisant agrandir les caves. Si vous vous baladez, vous verrez, ici nous avons des caves avec des parois très irrégulières. Au fond des caves, vous verrez des caves à colonnes rectilignes, immenses, qui ont été creusées par Louis-Ferdinand Ackermann, par les ouvriers qu'il employait, pas par lui-même. Et il va développer également sa production en achetant des caves de part et d'autre, en achetant des terrains de part et d'autre, en achetant des vignes qui sont juste au-dessus de vous, en installant un chemin de fer à voie étroite d'Écoville pour le transport des marchandises. Et puis, il va acheter des outils modernes pour la vinification de ces vins, ici. Il va également créer et développer dans les années 1870-1880 la commercialisation en France avec un réseau d'agents et à l'export avec un réseau aussi d'agents attachés au service de la maison Ackermann-Laurence en Angleterre, on l'a dit, mais aussi dans les colonies britanniques, en Afrique, en Australie, en Amérique du Nord. Il va également développer la commercialisation en dehors de l'Angleterre, mais toujours dans la couronne britannique, puisqu'il va être le premier à mettre des vins de la maison en Irlande, à Dublin. Et il y a quelques mois, avec Julien Goudot, l'ambassadeur de la maison, nous avons reçu un mail d'un Dublinois qui, en faisant des travaux dans sa maison, a retrouvé des bouteilles de la maison Ackermann-Laurence des années 1870, avec les étiquettes d'origine, dans sa cave à Dublin. Et puis, en 1882, nous y sommes. 1882, la création d'une cuvée iconique, historique de la maison, la cuvée royale. Une cuvée qui est créée avec les partenaires français, évidemment, Paul Aubert, mais aussi avec les partenaires anglais, les agents, John Nathaniel Bishop, et un certain Sir James Bliff. Sir James Bliff n'était pas n'importe qui, c'était le directeur de la maison Walter en Alfred Gilby. Cette maison, au XIXe siècle,
était la première maison de distribution de vins et de spiritueux au Royaume-Uni et dans les colonies britanniques, avec un réseau de plus de 2500 agents. Et la maison Ackermann-Laurence était la seule maison de Saumur, à côté des maisons de Champagne, à vendre ses vins sur les listes de cette maison. Et donc ensemble, ils créaient la cuvée royale, cuvée réservée au nom de la maison Ackermann-Laurence, déposée auprès des tribunaux, déposée légalement, défendue sur le plan juridique et défendue et soutenue par une grande publicité. Et je vous inviterai également à voir l'exposition temporaire pour voir les publicités exceptionnelles qu'on a fait sortir des archives. Avec cette cuvée royale, eh bien, Louis Ferdinand et la maison Ackermann-Laurence vont connaître un succès international à la fin du XIXe siècle, puisque cette cuvée d'abord va représenter 60 à 80% de la production de cuvée chaque année ici, et puis surtout un succès commercial, puisque l'Angleterre d'abord va absorber 3/4 des expéditions des vins mousseux de l'époque, et 9 bouteilles sur 10 qui sont expédiées en Angleterre sont des bouteilles de Royal. Et ça représente, suivant les années, entre 500 000 et près d'1 million de cols, 900 000 cols exactement, qui sont exportés chaque année vers l'Angleterre. Et donc évidemment, ce succès commercial, conjugué au succès des maisons de Saumur à l'étranger, qui dépasse le succès des Champenois à un moment donné, eh bien, est stoppé, ou du moins ralenti, par les Champenois qui vont se rassembler dans un syndicat et attaquer la maison Ackermann-Laurence pour l'utilisation du mot champagne dans les publicités pour le Royal. Les Champenois, évidemment, vont défendre ce qu'on appelle aujourd'hui une appellation d'origine, avec la conception du mot champagne comme quelque chose de réservé à des vins récoltés et fabriqués, manufacturés en Champagne, tandis que les maisons de Saumur et la maison Ackermann, ainsi que les partenaires anglais, vont défendre la conception du mot champagne comme un produit fabriqué, rendu mousseux. Et c'est là que la guerre se fait, notamment dans la presse anglaise, la presse française, la presse professionnelle viticole, où chaque camp dégaine ses arguments à ses soutiens journalistiques, à ses soutiens politiques, puisqu'on va même, ici à la maison Ackermann-Laurence, demander l'aide de politiques et de parlementaires à Paris directement. Cette histoire dure 4 ans. Elle permet paradoxalement de faire une grande publicité sur les vins de la maison Ackermann-Laurence, puisqu'on en parle partout dans les journaux. Et donc en 1894, malgré toute la médiatisation de l'affaire, eh bien, les Champenois sont confirmés dans le jugement en leur faveur, et ça va entraîner des profonds bouleversements pour la maison Ackermann-Laurence en cette fin du XIXe siècle. En effet, la maison Ackermann-Laurence, qui était une maison familiale, va être transformée en société anonyme par actionnariat, sous le nom de Compagnie Générale des Vins Mousseux de Saumur. Louis Ferdinand Ackermann reste actionnaire majoritaire de la maison. Il associe son bras droit, Paul Aubert, il associe son gendre, Ludovic de Lelanier, marié à sa fille aînée, et puis il va associer des membres de sa famille et évidemment les partenaires anglais. Dans ces années 1890 et en 1894, un nouvel acteur émerge au sein de la maison Ackermann-Laurence et de la nouvelle compagnie. C'est Raymond de Luz. Raymond de Luz et son frère Frédéric, des Bordelais également, ils sont partout. Raymond de Luz va effectuer un tour du monde en 1896-1897, avec pour mission de placer les vins dans les territoires qu'il va visiter. Et donc, il part d'octobre 1896 à février 1897, et il va visiter l'Afrique du Sud, l'Australie, les Indes, le Sri Lanka, le Japon, la Chine, et il va finir son voyage par l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada. Et c'est là que Raymond de Luz va développer la commercialisation
aux États-Unis et au Canada. Il va réussir à placer les vins royaux de Boston jusqu'à San Francisco. Et puis, pendant ces 10 années, de 1894 à 1904 à peu près, eh bien, la maison Ackermann-Laurence, la compagnie, connaît un succès fou, avec une croissance des exportations, une croissance du chiffre d'affaires et surtout, ce qui intéresse les actionnaires, la croissance du bénéfice net, évidemment. Ce qui permet des investissements lourds dans la transformation de la maison. Et puis, au début du XXe siècle, en 1903-1904, on a évidemment une transition générationnelle, puisque plusieurs acteurs de la maison, Paul Aubert, John Bishop et Ludovic de Laulanier, se retirent de la maison et de la compagnie pour laisser place à une nouvelle génération, menée par Raymond Deleuze, qui vont mettre en place un petit changement dans le modèle de production et de commercialisation, notamment en faisant rentrer la science, l'œnologie, dans la conception des vins, avec des nouveaux outils, une formation du chef de cave et des contremaîtres. Et puis, la compagnie va également revenir sur le marché français, qui avait été jusque-là un petit peu négligé, face à une baisse du marché anglo-saxon, avec des ventes qui commencent à diminuer, un marché qui se contracte au début du XXe siècle. Et puis, se passe à peu près 10 années où la maison, effectivement, se développe, change un petit peu de modèle, investit également dans la fabrication de cuves en béton, par exemple. Ça modifie complètement le travail de vinification. Et puis, Louis-Ferdinand Ackermann va se retirer de la présidence de la compagnie en 1912. Il va laisser la main à un autre gendre, Raoul de Dananche, qui est marié à sa seconde fille. Et il va laisser les rênes surtout à Raymond Deleuze comme administrateur de la société. Et puis, 2 ans plus tard, arrive l'événement majeur qui ouvre le XXe siècle, la mobilisation générale dans le cadre de la Première Guerre mondiale, qui fait que beaucoup d'ouvriers vont être mobilisés sur le front, et donc on va faire appel aussi à beaucoup de femmes pour les remplacer. Et puis la mort de Louis-Ferdinand Ackermann, le 27 décembre 1914, dans son château de Jalène, à Vernantes, qu'il avait acheté en 1882, l'année de la fondation du Royal. L'histoire de la maison Ackermann-Laurence sous la direction de la famille Ackermann s'arrête en 1914, mais pas tout à fait. En fait, si l'on résume les résultats de la thèse, si on résume l'histoire sur ce 19e siècle, on a une première moitié de 19e siècle avec un Jean-Baptiste Ackermann émigré qui vient de Belgique et fondé un négoce en France, avec une activité pionnière de Jean-Baptiste dans les fines bulles de Loire, avec quelqu'un aussi qui s'implique beaucoup pour le territoire saumurois, puisqu'il va développer les caisses d'épargne, développer les prud'hommes, participer au tribunal de commerce. Et on a aussi quelqu'un qui est modeste, qui ne possède rien si ce n'est son entreprise, qu'il va entièrement céder à son fils. Et c'est là que Émilie Laurence a un rôle particulier dans cette histoire, dans cette première moitié du XIXe siècle, puisque c'est elle qui lui donne les moyens de réaliser son rêve et son ambition. Et puis, on a une deuxième partie de siècle qui est plutôt héritière, qui pérennise ce qu'a fondé Jean-Baptiste Ackermann, avec Louis-Ferdinand préparé à la direction de cette maison, et qui va permettre en fait l'innovation dans la commercialisation, dans la production, et puis qui va permettre aussi l'internationalisation de cette maison avec des vins vendus aux 4 coins du monde. Alors, l'histoire s'arrête un petit peu brusquement en 1914, mais ne vous inquiétez pas, puisque si je suis là, c'est parce que on a encore besoin de moi, apparemment. Et donc, je suis ravi d'être ici. Et je suis ravi de vous annoncer aussi que je travaille actuellement encore à l'Université d'Angers en tant que chercheur
Et toujours en partenariat avec la maison Ackermann, je travaille sur l'histoire de la maison au XXe siècle. Donc patientez un petit peu, on fera un événement dans quelques années pour fêter de ça. Donc l'histoire continue. L'histoire continue au XXe siècle avec une entreprise. Je vous fais un petit teasing de ce que je vais écrire plus tard. L'entreprise traverse la guerre, difficilement évidemment, puisque les marchés sont contractés, notamment à l'export, encore plus en France. Et l'entreprise va être cédée, va être reprise par Raymond Deleuze après la Première Guerre mondiale, au début des années 1920, et c'est lui qui va pérenniser la société, comme tous ses successeurs au XXe siècle, et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore ici. Donc voilà sur l'histoire de la maison Ackermann-Laurence. Je voulais terminer évidemment par remercier beaucoup de gens. D'abord remercier la maison Ackermann, d'abord pour son soutien, pour son projet et pour sa confiance qu'ils ont su placer en moi depuis 2017 pour faire cette histoire de la maison et la valoriser avec toutes les équipes. Et je tiens à remercier particulièrement Estelle, Caroline, Inès, Anne-Laure, je vais tous les faire, je vous préviens. Elsa, Julien, Florian, je vais en oublier, Marine, Lisa, Mélanie, et puis tout le personnel du cellier qui vous accueille dans les caves au quotidien, qui font un boulot formidable. Et ensemble, on a Hubert, évidemment. J'ai oublié Hubert, évidemment. Voilà, ils font un travail formidable, tous ensemble. On travaille tous ensemble pour faire vivre cette histoire, la faire partager. Je tiens à remercier évidemment le laboratoire Thémos qui est présent avec nous ce soir via son directeur, qui était aussi mon directeur de thèse, Yves Denécher. L'Université d'Angers via son président, Christian Ambledo. Je tiens à remercier aussi les archives municipales de Saumur, qui contiennent plusieurs archives sur la maison Ackermann, et évidemment les archives départementales de Maine-et-Loire qui conservent le fonds Ackermann-Laurence précieusement dans leurs réserves. Et puis enfin, je tiens à vous remercier, vous, pour votre écoute, votre patience, et pour votre intérêt pour cette histoire. Je ne vais pas répondre tout de suite à des questions, je vous invite à me les poser tout au cours de la soirée. Je suis sûr que vous avez envie de découvrir cette exposition temporaire consacrée à la cuvée royale avec des archives exceptionnelles. Je vous préviens, demain c'est terminé l'expo. Donc c'est ce soir ou jamais pour découvrir cette incroyable expo qu'on a montée tous ensemble. Et surtout, je vous invite à me poser des questions pendant 7h30, de 18h30 à 20h pour l'expo. Et puis vous pouvez en profiter pour, évidemment, prendre un petit cocktail, prendre une petite coupe de royal et manger à foison pour vous restaurer. En tout cas, je vous remercie vivement. Je suis à votre disposition pour discuter et je vous souhaite une très bonne célébration des 140 ans du royal dans les caves de la maison Ackermann. Merci à vous.